Donc, je suis Jonathan Millet. Je présente ici mon premier long métrage de fiction qui s'appelle Les Fantômes. Et c'est un film de traque, un film de chasse à l'homme. C'est l'histoire d'une cellule secrète de Syriens qui poursuit en Europe des criminels de guerre dont ils n'ont jamais vu le visage. En fait, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille en documentaire, beaucoup sur des questions de frontières et d'exil. Ça faisait quelques mois que je cherchais à travailler sur la question des réfugiés de guerre, des traumas. Et j'ai rencontré à ce moment-là beaucoup de Syriens pour vraiment me documenter. Et petit à petit, j'écoute des témoignages de torture, de gens qui ont échappé à la guerre et qui petit à petit me racontent cette histoire incroyable qui m'emporte tout de suite de ces cellules secrètes. Alors ces cellules secrètes, en fait, c'est des citoyens ordinaires, que rien ne prédestinait à ça, et qui, ayant tout perdu pendant la guerre, ont pris quasiment comme obsession d'aller chercher en Europe tous ceux qui avaient aidé le régime ou qui avaient participé de près ou de loin à ce sujet. Et en fait, ça m'a complètement emporté parce que moi, j'ai vécu en Syrie quand j'étais jeune. C'était une question que j'avais envie de traiter à travers des films. Là, j'ai tout de suite senti et la connexion et la façon d'en faire un film, quasiment un film d'espionnage, en fait, en suivant le récit de ces cellules. Et j'y ai vraiment vu la matière pour en faire mon premier long métrage. Alors c'est vrai que moi, quand je pense à un film, j'essaye de me dire qu'est-ce que j'aurais envie de voir moi en tant que spectateur. Et moi, mes grands films, c'est les films des années 70, c'est Conversations secrètes de Coppola, c'est Les 3 jours du Condor, c'est ces grands films où, d'une part, je suis complètement emporté par l'histoire, d'autre part, j'ai l'impression qu'on fait appel à mon intelligence en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'on m'explique pas tout et en même temps, on parle de géopolitique, de sensoriel, on parle de beaucoup de choses à la fois. Donc ça, tout de suite, ça me fait dire c'est ça que j'ai envie de développer. Et effectivement, sur ce film, tous les atouts n'étaient pas là au départ. C'est-à-dire que c'est un film à moitié en langue arabe, sans comédien connu, qui parle de la torture et de la guerre en Syrie. Mais à partir du moment où je l'ai écrit comme un film d'espionnage, c'est-à-dire un film où on est toujours pris par une tension, on est toujours à se demander ce qui va pouvoir se passer et à être en adéquation complète avec le personnage principal, ce rapport au genre, et notamment au film de genre d'espionnage qui est extrêmement rare en France, ça a donné envie à des distributeurs et des chaînes de pouvoir me suivre en se disant un film où on ne s'ennuie pas, ça emporte le spectateur et donc on a envie de voir ça. Et que la rareté, et que la singularité du film ont plutôt donné envie aux gens de nous suivre. Donc on a réussi à le monter comme ça. Non, c'est vrai que j'ai écrit le film sans avoir de visage en tête. Je pensais au départ imaginer des comédiens syriens, mais pour plein de raisons géopolitiques, notamment parce que Bachar el-Assad est toujours au pouvoir et que c'est compliqué pour un Syrien d'avoir le rôle principal du film, qui est un film qui raconte l'implication du régime. J'ai dû renoncer à mon idée d'avoir des comédiens syriens. Et donc j'ai lancé un grand casting, quasiment sur un an. Un casting dans 17 pays, où on a rencontré des comédiens arabophones de 17 pays différents. Et à un moment, j'ai rencontré Adam Bessa, qui avait l'intensité et l'aura de gravité que je cherchais pour incarner ce rôle. Et c'était une évidence que c'était lui. Et en face, il me fallait un comédien au moins aussi puissant physiquement, aussi magnétique, aussi intense. Et donc j'ai trouvé Taoufik Barom, qui a joué notamment dans La Conspiration du Caire. En fait, quand j'ai commencé à travailler avec les comédiens, on s'est tout de suite rendu compte que, de manière générale dans le film, et particulièrement pour la scène de face-à-face et de rencontre, les dialogues ne racontaient pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont empêchés, qui ne peuvent pas tout à fait dire ce qu'ils pensent. Et donc ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est les gestes, les poses et les regards. Et dans le fond, il n'y a que ça qui est vraiment signifiant. Et moi, j'aime beaucoup voir des comédiens dire quelque chose, penser le contraire et qu'on comprenne qu'ils pensent le contraire dans leur manière d'être, dans leur manière de se mouvoir et dans leurs gestes. Et dans le fond, c'est ça qu'on a travaillé. Et particulièrement sur cette scène de face-à-face, qui dure donc 12 minutes 30, l'idée c'est que le dialogue est assez classique. Si on n'a pas les enjeux du film, le dialogue pourrait sembler être une rencontre basique entre deux personnages qui évoquent le pays, le bon vieux temps. Et en fait, toute la tension et tout l'enjeu de cette scène, c'est à quel moment on parle, à quel moment on regarde l'autre, à quel moment on mange, à quel moment
un regard exprime quoi que ce soit, à quel moment un geste nous échappe. De la même manière, avec le personnage principal, Adam Bessa, on a eu envie de ne pas surexpliquer ce qui est arrivé au personnage et que simplement par ses gestes, sa démarche, sa manière de ne pas poser son dos sur le dossier d'une chaise, on comprenne qu'il a été torturé, on comprenne ce qu'il a vécu en le regardant. Parce qu'en fait, le spectateur est plein d'intelligence et de lucidité sur ce qui se passe à l'image, c'est du cinéma, donc c'est un art de l'image aussi. Et je pense vraiment que par sa gestuelle et sa façon d'être, on comprend tout ce qui s'est joué en lui, simplement en le regardant. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai décidé d'arrêter toutes mes études et de partir voyager. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tous les cinéastes que j'admirais, ils avaient tous suivi leur propre voie et que cette voie-là, ils l'avaient emportée dans le cinéma. Il y en a un qui avait envie d'être architecte et son cinéma, c'est Fritz Lang, c'est que de l'architecture. Hitchcock, il a étudié la photo. Werner Herzog, il est parti voyager dans le monde entier. Je crois vraiment en fait qu'un cinéaste, il ne doit pas apprendre à changer une optique ou à mesurer le nombre de pieds qu'il faut entre une caméra et un personnage. Il doit suivre son propre désir de ce qu'il veut être et l'amener à l'intérieur du cinéma. Et dans le fond, ça n'existe plus aujourd'hui. Personne vous dit qu'il faut suivre vos propres envies. Mais j'ai l'impression que le cinéma doit se nourrir ça, de la singularité de chaque personne qui fait des films. Parce que l'idée, c'est pas de maîtriser la technique, c'est d'avoir un regard un peu particulier sur les choses. Et ça, j'ai l'impression que ça ne s'apprend qu'en suivant ses propres envies.